bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Stéphane. Bon, je suis super Salut. fier, vous êtes quasi aussi nombreuses et nombreux que pour April Dunford, donc il va falloir être très 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 bon. Pression. Donc aujourd'hui, on va parler d'agilité dans le marketing. Alors, les gens qui ont à peu près mon âge ont connu cette période bénie du marketing où quand on avait trouvé une tactique, une technique marketing qui fonctionnait, ça fonctionnait pendant 2 longs mois, voire de longues années. Aujourd'hui, les clients, je ne sais pas ce qu'ils ont d'ailleurs, ils changent d'avis comme de chaussettes. Quand on trouve une tactique qui fonctionne bien, et ça probablement Fabien nous en parlera, elle est copiée quasi instantanément et du coup tous les consommateurs se lassent très très vite. Et bien évidemment, les outils d'automatisation, de no-code et les fameux outils IA induisent encore plus d'accélération. Donc il faut absolument être aujourd'hui agile dans son marketing. Et c'est ce qui m'a donné envie d'inviter ces 3 stars que vous avez devant vous. Donc, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Merci Stéphane. Ravi de vous retrouver tous ici. On a une conférence de dingue avant, je tenais à le redire. Donc on va essayer d'être à la hauteur, même si c'est très intimidant de passer après April. Moi je suis Caroline Mignot et je documente grosso modo les tendances tech et marketing. Et j'ai aussi lancé 2 outils qui permettent justement de faire un meilleur marketing. Le premier accompagne les partenariats avec les influenceurs. On en parlera dans la conférence juste après, mais je crois que c'est dans la salle d'à côté. Et le second s'appelle Refer et permet de faire de la prospection chaude, c'est-à-dire utiliser le pouvoir de votre réseau pour aller plus facilement convaincre et closer un client idéal. Donc voilà, c'est pour moi. Génial, merci. Bonsoir à tous et bonsoir Stéphane, merci de ton accueil. Ravie d'être ici parmi vous. Je m'appelle Florence Grégeois, je suis grosse marketeur. J'ai accompagné depuis de longues années des entreprises qui sont issues du Fortune 100, du CAC 40 et des startups innovantes. Je me suis lancée sur le milieu du soloprenariat il y a à peu près 2 ans. Et en parallèle de mon activité de grosse marketeur, je suis en fait experte en yoga du visage. Le point commun entre les deux, c'est que j'ai été chercher des hacks pour effectivement générer des résultats très rapidement. Génial, merci. Fabien. Salut à tous. Alors moi en fait je suis un ancien entrepreneur, donc j'ai monté une petite start-up avant de passer sur une partie plus marketing sales, donc en fait le marketing et la vente. Et en fait j'ai mis ma passion au service des entreprises pour les aider en fait à mettre en place les bonnes stratégies, donc les stratégies qui vont leur permettre de développer leur activité de manière durable et éthique et agile. Génial, merci à vous 3. Les cactus. Alors, première question pour Florence, quand on parle d'agilité, ça ne veut pas dire de la dispersion, ça ne veut pas dire s'agiter, ça veut dire qu'il y a des méthodologies. Et je crois que tu es une reine du growth marketing. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire pourquoi ce type de méthodologie nous permet d'être agile dans notre marketing ? Alors oui, je vais en fait vous le dire. Je crois qu'on est un peu tous des rois et des reines du growth marketing parce que la croissance, finalement, on la génère tous les jours dans les activités professionnelles, dans nos gestes de tous les jours. Eh bien, en fait, on va passer par des process itératifs. J'entends que dans le growth marketing, vous allez comprendre qu'on va piloter le cycle de vie du consommateur. Et pour cela, on va mettre en place en fait un process itératif qui vise à tester, en fait, simplement à planifier, à lancer, tester, et puis on va mesurer et on va expérimenter. Et on va effectuer cette boucle en continu qui est très issue, en fait, si vous voulez, du mindset agile et du Lean Startup notamment. Alors quand on est une petite boîte, on comprend très bien comment mettre en place ce type de méthodologie. Quand on est déjà une PME qui est structurée, voire une ETI, encore pire, un grand compte, on fait comment pour appliquer ce type de méthodologie ? Alors déjà, on va commencer par le début et en fait, je vais peut-être ne pas trop révéler ce qu'on va dire après par la suite dans notre échange, mais tout va partir de la compréhension consommateur et de l'analyse de la data. La data, c'est vraiment une religion. À partir du moment où vous êtes en mesure d'écouter vos différents publics, vos consommateurs, vous allez avoir des données, des informations qui vont vous être servies sur un plateau d'argent. Et c'est cela qui va nous aider, nous, en growth marketing, d'aller pouvoir mettre en place des campagnes qui vont impacter l'ensemble de vos fonctions stratégiques au sein d'entreprise. Ok, merci.
Bon, alors toi, Caroline, on te voit partout, on ouvre LinkedIn, on tombe sur Caroline, on écoute des podcasts de Caroline, je crois que tu es donc entrepreneuse, hein, c'est ce que tu disais durant ta présentation, tu es également solopreneuse, je ne sais pas si tu te considères comme ça. Bon, on a l'impression que tu as deux cerveaux, 6 bras, des journées de 48 heures, tu fais comment ? Bah justement, en fait, on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui et c'est un peu le nouveau bras droit du CEO, ce fameux stagiaire qu'on a tous déjà essayé de recruter, qui n'existe pas, qui sait un petit peu tout faire à la fois. Je pense qu'il faut déjà bien respecter des méthodes. Ce dont vous parlez, Florence, ça fait un peu peur comme nom, mais le workflow. Et à côté de ça, il faut trouver les bons outils. La chance qu'on a maintenant, c'est qu'avant, on disait tous à nos clients, tous les consultants growth, je sais qu'il y a Juliette et il y en a quelques-uns parmi vous dans cette salle, on disait tous à nos clients, en fait, il faut automatiser que ce que vous savez déjà faire manuellement. Et là, en fait, tout le monde nous disait, mais comment on est censé savoir le faire déjà à petite échelle ? Comment est-ce que je peux comprendre comment on envoie un bon email de vente ? Comment est-ce que moi, qui lance mon activité ou qui vient de me faire recruter pour être business developer d'un produit dont, en fait, pour l'instant, j'ai rien compris parce que, par exemple, il est mal positionné, comment est-ce que je peux me lancer ? Et maintenant, en fait, justement, vous avez des outils comme ChatGPT pour vous aider à débloquer les premières idées. Et derrière, vous pouvez accélérer avec les automatisations. Il ne faut jamais faire l'inverse parce que souvent, quand on parle d'automatisation, on a tendance à se dire trop bien, je veux automatiser un truc qu'on ne sait déjà pas faire à petite échelle. Du coup, ça donne les fameux emails qui partent à tout le monde avec marqué Hello First Name et ce genre de dinguerie qu'on souhaite à personne, même si ça nous est tous arrivé. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Génial, merci. Fabien, on va dire que tu représentes la partie commerciale de cette table ronde. Alors, est-ce que l'agilité est important également dans nos activités commerciales ? Et si oui, quels sont tes conseils pour justement devenir un commercial agile ? Yes, en fait, l'agilité, ça touche tout le monde. Donc, l'idée, en fait, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, les consommateurs changent, leurs attentes changent, donc le marketing change, et donc indirectement, ça impacte la partie vente. Et donc, la partie marketing et la partie vente doivent être toujours synchronisées. Donc, là, l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus du porte-à-porte. Donc, on utilise des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils. Donc, en fait, on doit suivre les tendances du marché. Donc, on doit être agile. Et ça, effectivement, ça nécessite que toute l'entreprise soit pilotée en fait, autour des mêmes objectifs pour aligner tout le monde. On parle souvent de ce fameux silo entre le marketing et le commerce. Est-ce qu'on peut être agile si on n'a pas finalement détruit ce silo ? Ouais, je pense qu'en fait, en tout cas, on peut commencer à lancer des expérimentations. Ça veut dire qu'une grande entreprise va pas passer de rien à tout en une fois. Donc, ça va se passer ce qu'on appelle la transformation digitale. C'est pour ça que nous, on s'adresse principalement à des entrepreneurs, des PME, des startups qui ont en tout cas une facilité à se positionner, à changer ses méthodes, à changer d'outils, etc. Maintenant, pour les grandes entreprises, c'est la même chose, sauf que ça prend plus de temps. Mais effectivement, il y a des étapes, on appelle ça des steps. Comme dirait Caroline, c'est des baby steps en fait. Donc, on y va étape par étape. Donc, l'objectif, c'est d'emporter tout le monde et vraiment de se dire qu'est-ce qu'on veut finalement en fait. Ce qu'on veut, en fait, c'est de faire peut-être développer ses ventes, mais d'une certaine manière. Et en fait, toute l'équipe doit être drivée en fait, sur les mêmes objectifs. Donc, de l'expérimentation sur de tout petits volumes. On s'appuie sur la data pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On accélère sur ce qui a marché. Et ensuite, on démontre au sein de son entreprise pourquoi ça a marché. On tente d'expliquer, c'est ça ? Et puis, petit à petit, on essaie comme ça de souder les équipes marketing et vente. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais en fait, quand on est vraiment une très très grosse entreprise, en fait, souvent, on va prendre une petite équipe pour lancer des expérimentations. L'équipe peut-être la plus au fait, la plus qui est déjà prête au changement. Et une fois l'expérimentation validée, on va ensuite après éduquer les autres. On va faire de l'évangélisation en interne. Mais on ne va pas commencer à se dire, voilà, on est un groupe, on est 4000 salariés, on fait une expérimentation sur 4000, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Ouais, ok. Bon, on reparlera aussi un peu de ces méthodologies justement agiles. Florence, je crois que je l'ai vu réagir. Tu voulais dire un mot sur
le silo marketing-vente? Oui, en fait, on a tendance à vouloir travailler souvent chacun de notre côté. Et en fait, l'agilité et le growth marketing, c'est vraiment en fait la culture aussi de l'erreur. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, limite, j'ai presque envie de vous dire, célébrez l'erreur parce que dans l'erreur, vous apprenez des choses. Et d'ailleurs, les plus belles créations naissent de l'erreur. Et donc, c'est ça exactement, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis. Et effectivement, comme le disait très justement Fabien, à petite échelle, de pouvoir commencer à tester semaine après semaine, ce que nous, on appelle en agilité les fameux sprints. Ça permet de mesurer et puis derrière d'ajuster ses efforts dans la bonne direction. Bon, j'aimerais quand même quelques petites tips très actionnables. Je travaille pour pas mal de clients marketing super doués, ils génèrent des super leads. Le lead est traité 3 mois après par les commerciaux. Les commerciaux disent vos leads, c'est vraiment voilà, de la merde, hein, pour être un peu vulgaire. Et donc ça ne marche pas. Donc comment faire pour que le commercial, les commerciaux traitent les leads dans des délais qui soient réactifs et agiles? Bah, en fait, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on est aligné sur le même objectif, c'est-à-dire de faire une vente et un client conquis et satisfait, on ne traite pas le lead 3 mois après. Ça veut dire là, on va reprocher au marketing, tu m'as lancé un lead qui n'était pas assez qualifié. L'autre, c'est en fait générer un lead qualifié, mais tu l'as pas contacté tout de suite. Donc effectivement, ça n'a pas closé. Et donc en fait, ça fait la guéguerre. Et si ça fait la guéguerre, on n'est pas aligné. Et donc là, on est sûr de ne pas faire preuve d'agilité. On retrouve l'aspect méthodologique. On pose une méthodologie, on travaille au sein de cette méthodologie. Ouais, Caroline. En plus, en surcouche des humains, il y a aussi un nouveau mouvement. Peut-être certains connaissent ici, désolé pour tous les acronymes et les mots du jargon qu'on utilise, mais ça s'appelle le Sales Enablement. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette discipline ? Super. Bon, alors, ça arrive des États-Unis, donc il va falloir attendre quelques années. Mais l'idée du Sales Enablement, c'est de faire en sorte de donner les bons outils aux gens pour travailler. Parce que Fabien a raison, il y a un peu la guéguerre entre marketing-vente, mais parfois ils ont raison. Parce qu'en fait, il y a deux réalités. Il y a le marketing qui a l'impression de produire des trucs tout le temps pour des commerciaux qui ne montent jamais les trucs à jour. Et à côté de ça, il y a le commercial qui dit « Ah, mais moi, j'en ai marre de travailler avec les mauvais outils. » En fait, chacun a raison et on s'en rend bien compte si on fait tourner les gens dans l'entreprise. Tu as des outils maintenant qui permettent de faire transiter l'information en temps réel. Donc, c'est plus la faute de Jean-Michel qui a dit à Arthur à la machine à café que c'était ça. En fait, en temps réel, tu closes ton client, direct, paf, tu reçois la présentation. Et eux, ils ont même les moyens, par exemple. Tu vois, ça, c'est un sujet de Discord en permanence. C'est les supports de présentation envoyés par le marketing avec le mauvais logo, le mauvais truc. Maintenant, ce genre de logiciel, il donne la main aux commerciaux pour que le marketing envoie les assets et derrière, en fait, le commercial, il personnalise à sa sauce. Donc, il faut le dire, oui, il y a des problématiques de flux et maintenant, il y a aussi des outils qui permettent justement de réduire cette marge d'erreur entre commerciaux et marketeux. Ok, top, merci Caroline. Alors on a parlé de méthodologie, maintenant on va parler de persona, d'ICP, de job to be done. Est-ce que vous pouvez définir ces notions et nous dire en quoi elles permettent d'être agiles? Alors en fait, ce sont des notions qui sont totalement à la base de tout business. Donc ICP, vous en avez entendu parler? Oui. L'ICP, en fait, on va commencer souvent par l'analyse de l'ICP au tout départ. Comme ça, on va descendre en fait en entonnoir inversé. L'ICP, ça va vous permettre d'identifier finalement le compte, l'entreprise que vous allez souhaiter cibler. C'est-à-dire, effectivement, quelle taille d'entreprise, quel type de chiffre d'affaires, à quel stade de maturité l'entreprise se situe, sur quel marché, avec quelles problématiques, etc. À l'intérieur de cette entreprise, il y a les personnes physiques, vous. Eh bien, il va y avoir des prescripteurs qui vont recommander vos services, vos produits. Et puis, il va y avoir aussi les acheteurs. Et ça, c'est important parce que si vous tenez compte du fait qu'il y a ces deux publics-là, eh bien, en fait, la façon dont vous allez mettre en place vos actions de sales et de marketing vont être différentes. Vos discours également. Et puis, là-dedans, il y a aussi, bien entendu, à l'intérieur, il y a les anti-personas. Ces anti-personas, eh bien, ce sont les personnes avec lesquelles on n'a vraiment pas envie de travailler. Ces personnes avec qui on ne la sent pas, des gens qui ne vont pas être forcément ponctuels en rendez-vous, une inadéquation de mindset, etc. Et ça, c'est aussi important d'en tenir compte parce que forcément, c'est consommateur de temps et ça impacte évidemment le développement de l'entreprise. Bon, je me permets de te couper. L'anti-persona, notion super intéressante. Est-ce que c'est applicable pour des grosses entreprises? Je comprends tout à fait pour un solopreneur. On se dit, oula, ce client, ça sent mauvais, je refuse.
Donc on triple, on quadruple nos prix, on dit que notre carnet de commandes est plein. Pour des grands comptes, est-ce qu'on peut se permettre de faire la même chose et de refuser des clients? J'ai un use case pour ça qui est rigolo. C'est quelqu'un qui est dans cette salle, mais je ne peux pas donner son prénom, qui m'a raconté qu'il avait eu plein de problèmes. Il n'est pas ici, il est de votre côté. Qui m'a raconté qu'il a eu plein de problèmes avec Deliveroo. Et en fait, il recevait que des commandes avec des dingueries. Du coup, au bout d'un moment, à chaque fois, il envoyait un message à Deliveroo en disant « Mais en fait, vous m'avez donné un steak haché sans steak, j'ai reçu une salade sans salade, j'en ai trop marre. » Et du coup, au bout de 3-4 remboursements, Deliveroo l'a viré de sa base. Ça, c'est l'anti-persona. Et je vous donne un autre exemple. Aussi, un de mes copains, il avait une boîte au Canada de matériel de piscine. En fait, il avait réussi à identifier le client qui posait tellement de questions qu'on savait qu'il allait dire « Oui, j'ai pas reçu mon échelle de piscine » et ça coûtait trop cher en fait de satisfaire ces clients-là. Donc voilà, 2 exemples différents de l'anti-persona dans la vraie vie. Alors, qui a travaillé ces anti-personas dans la salle? Alors, comment on les travaille? Alors déjà, on va pouvoir les... Alors déjà, le fait est que tout au long de l'année, vous allez avoir des entretiens avec vos différents personas. Et donc, dans ces entretiens, ces sessions découvertes, ces sessions d'échange, vous allez déjà avoir effectivement un maximum d'informations. Rien ne vous empêche, effectivement, dans ces entretiens, de prendre des notes ou de les enregistrer, évidemment, et derrière, de pouvoir les extraire, limite, j'ai presque envie de vous dire, de les scorer, c'est-à-dire de les noter. Vous pouvez faire, alors là, ça me vient spontanément, mais vous pouvez faire tout à fait un tableau en vous disant, effectivement, ponctualité, ça peut être fiabilité dans le règlement, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Vous pouvez mettre effectivement derrière valeur, parce que le système de valeur, c'est hyper important. Et derrière, vous mettez un système de notation de 1 à 10. Ça va vous permettre de segmenter les anti-personas et de vous dire, voilà, par exemple, tel type de profession, ça peut être aussi un type de profession, voilà, j'ai pas envie de bosser avec eux. En plus, entre guillemets, ce ne sont pas des personnes qui sont génératrices de revenus. Donc, en tout cas, je vais me focaliser sur ceux qui vont m'apporter réellement de la valeur. Oui, et en fait, quand on parle d'anti-persona, ça me fait penser, pas obligé en fait de prendre 2 heures de brainstorming avec toute l'équipe pour définir ces anti-personas. Vous lancez en fait votre ICP, vos personas, et ensuite après vous détectez qu'une personne effectivement vient à votre support avec les mauvaises questions, 2, 3, 4. Vous dites comment on réagit à ça. On réagit à ça en fait en soustrayant en fait à ces personas un autre persona. Donc en fait vous créez vos anti-personas au fil de l'eau. Moi, en fait, à un moment donné, j'avais sorti un outil SaaS, donc un logiciel en ligne. Je me rendais compte que toutes les personnes qui cliquaient sur le CGV et qui les lisaient réellement, en fait, à un moment donné, posaient des questions, cherchaient en fait des remboursements. Enfin, à un moment donné, voilà, ils lisaient CGV. Ces personnes-là, les CGV. Toutes les personnes qui cliquaient sur les CGV sortaient automatiquement en fait de tout ce qui était retargeting, pub, etc. Donc en fait, je les ciblais plus. C'est un peu hard, mais ça fonctionne. Non, mais intéressant. Et dans tes scénarios de vente, tu utilises les personas et les ICP, comment? Pour la vente, c'est super important. Et ce qu'il faut savoir de la même manière, c'est que tout s'expérimente au fil de l'eau. Moi, par exemple, je pars souvent effectivement des ICP. Donc, quel est mon client idéal? Voilà, mon client idéal, c'est celui qui, globalement, achète au bon prix, il ne négocie pas, il reste fidèle sur le long terme. C'est vraiment la personne, enfin, le type d'entreprise que je recherche. Et à partir de là, la plupart d'entre vous, peut-être que vous avez déjà un CRM, vous avez déjà pas mal de clients et vous arrivez facilement en fait, à définir ce que c'est qu'un ICP au travers de votre data. Mais ceux qui se lancent, typiquement, eux, ils ne savent pas trop quoi faire. Et toujours le même principe, pour éviter le brainstorming de 2 heures avec son équipe, vous définissez 2-3 ICP potentiels et ensuite, après, vous expérimentez. Vous lancez des campagnes sur les 3. Vous dites, effectivement, la campagne A, elle fonctionne plutôt bien parce que cet ICP répond bien. Et ensuite, après, quand je les ai sur la partie vente, finalement, ils comprennent ce que je fais, ils négocient pas, ils achètent. Bon, voilà, on détermine aussi un persona par l'expérimentation. Et pour ceux qui se disent « Oh là là, ça a quand même l'air d'être trop la galère », même si Fabien explique bien, il y a des grosses nouveautés IA sur notamment la segmentation des personas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à quoi ça sert, et c'est toujours intéressant de s'instruire, mais là j'étais au Adobe Summit à Londres, ils ont présenté les nouvelles innovations sur les CRM que tu mentionnes, Fabien. Ça va arriver très vite, en fait, l'enrichissement IA de tous nos outils marketing, et en fait ils montraient déjà qu'ils étaient capables, sur le trafic donné d'un site internet,
de proposer des personas alternatifs. Imaginons que vous sortez demain le site d'une agence de voyage et vous adressez les solo travelers, les personnes qui voyagent en solo. Il va être capable de dire, OK, là, ton audience de marché, c'est ça, la profondeur de ton marché, c'est ça, ton coût de revient, si tu fais une campagne publicitaire, c'est ça. Voilà 3 types d'audiences qui peuvent t'aider à augmenter tes revenus sans changer le wording de ton site internet. Faire un week-end romantique en amoureux, la cible des business exécutives. Et à chaque fois, il te déroule toute l'analyse des personas avec une granularité que nous, les humains, tu vois, un peu comme l'œil du médecin, on peut toujours faire des études, mais on va être super outillé sur l'analyse des personas et on n'aura plus que la partie sympa à faire, c'est-à-dire trouver des idées créatives pour aller les adresser. Et c'est les bons scénarios avec les bons contenus. Ok, génial. Conférence de l'année prochaine, est-ce que le marketing est mort? Très bien, on prend date. Comment on définit un ICP d'ailleurs? Vas-y. Alors, on ne va pas se battre. Hein. Alors, l'ICP, c'est ce que je disais avant, tu vois, Stéphane, c'est l'entreprise, c'est le compte, c'est l'entreprise avec laquelle vous allez souhaiter travailler. Donc, on va dire que vous avez l'ICP, le persona, et puis après, vous allez décliner. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est très bon moyen mnémotechnique. Donc, l'ICP, c'est vraiment la structure, l'entreprise avec laquelle vous allez vouloir travailler. Donc, c'est ce que je vous disais avant. Vous allez définir la taille de l'entreprise moyenne. Voilà, si vous allez aller vers une grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise, parce que ça va impacter effectivement des cycles de décision et de closing différents. Ensuite, vous avez le stade de maturité de l'entreprise, très important aussi. Vous avez aussi le potentiel business qui peut en être généré, le secteur de marché, les difficultés, les challenges, les opportunités également. Et puis, évidemment, à travers ces ICP, eh bien, c'est de comprendre effectivement comment vous allez rencontrer ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire eh bien, le point de convergence entre cette rapidité à laquelle vous pouvez signer, closer des deals avec ces entreprises et en même temps, et bien entendu, la génération de revenus, l'apport de revenus qui peut en être retiré. Et donc, selon les business, on peut commencer avec des structures, alors ça dépend lesquelles, hein, mais on va travailler avec une grande entreprise, on sait qu'il y a un process décisionnel qui est beaucoup plus long, on sait qu'il y a des services, des achats, etc. Donc, on sait que ça prend plus de temps. Néanmoins, le ticket peut être plus élevé. Tandis que des petites entreprises, le cycle de décision est le plus rapide, avec effectivement des fois eh bien, des tickets qui sont moyens. L'idée, c'est de faire, vous voyez ce que je veux dire, une balance entre les deux. Et ça, on peut le faire à différents stades de notre développement d'entreprise à soi-même. Ok, merci. Alors une notion que j'aimerais bien aborder, qui est celle du flywheel, et qui me semble encore peut-être un peu méconnue en France, et qui est pour le coup véritablement lié à l'agilité en marketing et en commerce. Qui me définit, allez peut-être Caroline, tiens, définis-nous ce que c'est que le flywheel. C'est marrant, on avait cette discussion Stéphane, quand on a vu tes questions. Et en fait, je vous dis tout, hein, on a inversé les définitions et on en parlait en privé. Et j'étais là, mais en fait, je ne comprends pas définir la flywheel parce que ça s'adresse... En fait, la flywheel, c'est l'effet boule de neige. Et c'est juste, en fait, créer une boucle de croissance. Et je ne comprenais pas cette question parce que j'étais là, je suis contente, Florence, que ce soit toi qui y réponde, parce que pour moi, la flywheel, c'est vraiment hyper différent selon, non mais comme ça, je vous dis, selon ce dont quoi on parle. Par exemple, vous avez l'effet boule de neige en contenu, en stratégie de contenu. C'est comment est-ce que vous allez créer un effet ricochet entre tous vos contenus pour que la croissance d'un canal, par exemple, l'audience de la newsletter, elle vienne nourrir votre audience LinkedIn, qui elle-même se distribue sur Instagram. Après, Fabien, il a dit, bah oui, tu as aussi la flywheel en vente. C'est comment tu organises ton canal de vente pour qu'en fait, ton prospect, il devienne ton ambassadeur, il te recommande d'autres clients. Et en fait, la flywheel, l'effet boule de neige, ça s'applique vraiment à tout dans la vie. Du coup, en fonction de ce que vous décidez d'analyser, posez-vous simplement la question, comment je peux faire en sorte de créer de la viralité? Comment je peux faire en sorte qu'un schéma vertical, un tunnel, ça devienne une boucle? Et je pense que c'est ça. Mais j'espère que ça te convient, Stéphane, comme définition. Écoute, ça me semble parfait. Donc, en fait, tu as des flywheels dans le contenu, tu as des flywheels, par exemple, sur ta prise de parole sur les médias sociaux. Tu vas avoir des flywheels dans le scénario de vente. Il y a des flywheels en influence aussi. Il y a forcément un flywheel global, pour le coup. Tu vas en avoir aussi, tu sais, dans la création de produits et d'offres.
Typiquement, moi, c'est ce que je vis en fait. Au départ, on lance ce qu'on appelle un MVP, un produit vraiment minimal. Et puis, effectivement, on le lance sur le marché, on le teste. Et au fur et à mesure qu'on le teste, eh bien, on fait ce qu'on appelle des enquêtes, des sondages qui permettent d'avoir le pouls de votre consommateur, de votre utilisateur. Eh bien, en fonction de ça, on va pouvoir expérimenter, faire grandir le calendrier d'offres, le portefeuille, de faire tester. Et en fait, ces tests et ces boucles en permanence permettent finalement de commencer à asseoir un vrai portefeuille de produits, de services, d'expertise. On ne raisonne plus nécessairement en campagne, on va raisonner sur du moyen long terme et on se dit voilà comment je vais démarrer et comment je peux finalement progressivement capitaliser sur les assets que je crée, les assets marketing ou commerciaux, c'est ça et progressivement la boucle de croissance s'enclenche. Ça le fait en fait pour des événements aussi, tu vois, typiquement, pour tous les domaines. C'est exactement ce que disait Caroline. Et en fait, tu vas pouvoir le faire tout au long du cycle de vie, justement, de ton entreprise, parce que ton persona va évoluer. On est des êtres humains, on vit, on a des expériences de vie. Donc nos besoins d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Et donc nos produits, de facto, ne le seront pas non plus. Et nos modèles économiques non plus. Donc cet effet boule de neige, il impacte l'évolution en fait de nos modèles économiques. Un exemple, Stéphane, je viens rajouter un exemple qui parle à tout le monde, vraiment le commun des mortels qu'on a tous observé. C'est, vous savez, ce moment sur les réseaux sociaux où si vous passez un espèce d'effet de plateau, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, en fait, vous ramassez en continu. Ça, c'est un autre effet de la flywheel. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez peiné à acquérir de la preuve sociale. Et à partir du moment où vous avez, par exemple, 5000 abonnés sur votre chaîne YouTube, il y a une flywheel. Donc, c'est vraiment attesté empiriquement, tout le monde le dit. La croissance va s'accélérer. C'est ça, la flywheel. Voilà un exemple vraiment applicable qu'on connaît tous autour de nous. Donc, il faut être constant, persistant, jusqu'à atteindre une sorte un peu de sweet spot où boum, ça y est, les résultats décollent. Ok. Fabien, comment tu appliques ce flywheel dans la partie commerciale? Yes. Il y a quelque chose aussi dans la partie flywheel, c'est qu'à l'origine, le mot flywheel, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise dans l'industrie. Et en fait, effectivement, c'est quelque chose qui est long à lancer, mais effectivement qui permet de valider et de faire tourner le truc en continu. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la partie flywheel, il y a une inertie de départ. Et ça, on l'oublie souvent. Ça veut dire que pour arriver à 5000 abonnés sur YouTube, il faut galérer. Voilà, c'est comme ça. Et après, ça part. Pour créer du contenu, au départ, on n'est pas vu, il n'y a pas d'engagement. Il faut galérer. Et ensuite, ça part. C'est pareil sur la partie commerciale. Pardon, je me permets de te couper parce que c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner uniquement qu'en campagne. Parce que si vous raisonnez qu'en campagne, vous avez un début, une fin. Et la fin, c'est la fin. Et donc, vous n'enclenchez pas ce flywheel. Si vous avez une vision long terme, je vais créer du contenu, le contenu va être progressivement partagé, il va gagner des liens entrants, il va, j'espère, être positionné sur les médias sociaux. Vos premiers contenus vont créer un peu de visibilité, qui vont possiblement l'idée à du partage de ces contenus. Et plus vous allez créer de contenu, plus le flywheel s'enclenche. Et effectivement, il y a une boucle virtueuse qui se met en place. C'est ça. On dit souvent, en fait, il faut... Si je reprends quelques mots anglais, mais en tout cas, il ne faut pas penser la partie output, la sortie, il faut penser l'income, ce qu'on met en entrée. Et en fait, l'idée, c'est par exemple, si vous vous lancez sur TikTok, peu importe ce que vous faites, vous dites, je vais par exemple faire une vidéo tous les jours pendant 60 jours. Et peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, en fait. Je fais vraiment une vidéo tous les jours pendant 60 jours, et après, je prendrai des décisions. Et en attendant, regardez même pas le nombre d'abonnés, parce que ça va vous décourager. Et ça, c'est l'inertie de départ. Et pour la partie commerciale, c'est pareil, c'est que à l'époque, il y a encore quelques temps, en fait, on pensait de manière très silotée. Il y a la partie marketing qui va me chercher des prospects. Il m'envoie ça sur la partie commerciale qui, effectivement, est en charge d'aller signer. Donc après, on obtient des clients. Et comme disait Caroline tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on ne se pose jamais la question si un client pouvait amener en fait, d'autres clients. 1, par la satisfaction, 2, par la recommandation. Et surtout, que la partie marketing reprenne ce que le service support va pouvoir avoir comme type de retour, ce qu'on appelle le NPS, etc. Donc, mesure de la satisfaction. Donc, on a un vrai intérêt d'être tous alignés sur le même objectif, de se dire que les clients satisfaits, on fait des témoignages, on les réutilise donc dans des stratégies de contenu et en haut en fait, de la pyramide. Et en fait, c'est là la flywheel. Et au départ, c'est compliqué. OK, il faut créer des clients satisfaits. Et je ne sais pas dans quel business vous êtes, mais il y en a, effectivement, ce n'est pas leur préoccupation. Après, effectivement, d'obtenir des recommandations, oui, c'est compliqué, parce que si on a mal fait, on n'a pas la bonne reco, mais l'idée, c'est vraiment la flywheel. Au départ, l'inertie est compliquée,
Mais une fois que vous avez ça et que la machine tourne, vous n'êtes plus obligé, entre guillemets, je reprends le mot, galérer, qui est que je dois mettre 1 euro de budget pour avoir 4 euros en sortie. Non. Petit à petit, vous allez mettre 1 euro, vous allez gagner 5. 1 euro, vous allez gagner 10. Et la flywheel est lancée. Oui, et puis le gros avantage aussi de cette boucle de croissance, c'est qu'à un moment donné, on peut identifier des moments où ça bloque. Hein, et c'est là aussi où le gros hacking peut intervenir. Tiens, je prends ma petite burette d'huile, finalement, là, je ne suis pas suffisamment présent, mes commerciaux ne sont pas suffisamment présents sur LinkedIn, je vais ajouter un peu d'ad, le temps de former et d'initier mes commerciaux à prendre la parole sur LinkedIn. Et donc, comme ça, on arrive également à gagner en agilité si on a une belle vision de son flywheel ou de sa boucle de croissance. Alors, je parlais aussi finalement en introduction hein, de tactiques marketing ou commerciales qui fonctionnent bien et qui sont quasi instantanément récupérées, reproduites par des concurrents et qui finalement usent très rapidement ces tactiques qui pourtant fonctionnent bien au départ. Alors, s'inspirer dans le marketing, c'est très, très, très important. Je dis souvent, par exemple, à mes clients d'aller regarder ce que fait Thibaut InShape. Je ne sais pas si vous connaissez Thibaut InShape. C'est un YouTuber, 9 millions d'abonnés. Bon, c'est complètement débile hein, ce qu'il fait, mais bon, peu importe. Et je m'amuse aussi à le comparer avec Keep Cool, qui est une petite PME française, hein, qui est quand même installée, qui a plusieurs... un club de fitness à Marseille, à Paris, enfin dans toutes les grandes villes, et c'est 40 000 abonnés. Voilà, donc on parle de 40 000 abonnés versus 9 millions d'abonnés. Et je dis à mes clients, c'est une étude de cas, regardez Thibaut InShape, et qu'est-ce que vous pourriez finalement copier comme tactique, comme technique de Thibaut InShape pour les injecter dans votre marketing. Est-ce que c'est des choses que vous recommandez et comment vous faites, comment vous êtes organisé justement pour gagner en idéation et vous inspirer? Est-ce que vous regardez les concurrents en premier ou des gens qui font des choses bien? Alors moi, j'ai pas du tout la culture YouTube, donc je vais être un peu une mauvaise élève là-dessus. Par contre, la meilleure façon d'avoir de la créativité, c'est de sortir un peu de son silo, comme dirait Fabien. Il faut sortir, enfin, aller lire des livres qui ne sont pas des livres de marketing, aller regarder des contenus qui parlent de toute autre chose, ça va vous donner d'autres idées. Et Thibaut InShape, je pense qu'il y a plein de trucs intéressants que tu peux regarder, même dans le cadrage, comment il se positionne, des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Mais vous voyez, pendant un moment, tout le monde cherchait comment faire des vidéos virales sur LinkedIn. Et en fait, tout le monde faisait le fameux bureau hyper propre avec la photo de famille devant, le cadre qui n'engage pas du tout, avec beaucoup de distance par rapport aux gens. En fait, quand on regarde les youtubeurs qui fonctionnent, il y a quoi? Il y a des visages avec des défauts, filmés de très près, il y a beaucoup de proximité. En fait, c'est pour ça que ça engage. C'est que finalement, on se dit, on se sent proche de ces gens-là, on sent que c'est OK, on sent que c'est pas intimidant d'y aller, on sent qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour laisser un commentaire. En fait, c'est open, c'est McDonald's, tout le monde y a sa place. Donc, je pense qu'aller regarder ce que font les autres, même en dehors de votre secteur d'activité, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour capter, voilà, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'interagir, qu'est-ce qui fait que c'est accessible. Et après, rien ne vous empêche de vous anti-positionner et de dire, voilà ce que je veux pas faire. Mais oui, moi, clairement, aller regarder d'autres créateurs de contenu et même regarder les trucs qui se faisaient avant. Avec Fabien, on s'est connus sur Clubhouse, tout le monde se fout de nous parce que cette application, elle est morte en 3 mois. Voilà, c'est pas gentil de rigoler. Mais nous, on adorait avec Fabien, on était les derniers des Mohicans sur cette app. Et en fait, ce qui était assez passionnant, c'est qu'on a conscientisé, on réfléchit pas très vite avec Fabien parce qu'on a mis du temps à conscientiser, mais sur Clubhouse, tous les formats qui fonctionnaient, c'était que les trucs qui marchaient à la télé. Tu te souviens, on s'était dit, mais en fait, à midi, il y a du divertissement, à midi, pardon, il y a les infos, 14h, c'est le truc un peu famille, parentalité. En fait, on était tout cadré sur Clubhouse comme les grilles de programmes télé. Et en fait, si vous pensez souvent à la question, à quelle heure je peux faire mon live sur LinkedIn sur tel sujet, je fais copie les programmes télé. Donc vraiment, rien de secret, tout se transforme et partir de l'existant, même des trucs d'avant et les renouveler dans leur forme, c'est une super source d'inspiration. Ok, merci. Fabien, on voit beaucoup de boucles, de scénarios de prospection par email ou sur LinkedIn qui se ressemblent tous. Comment on fait pour trouver de l'originalité et se démarquer? En fait, l'idée, c'est très simple. On peut regarder ce que font les autres, mais avant tout, il faut s'adresser toujours en fait, à ses clients. En fait, c'est expérimenter. Donc, en fait, c'est un peu, j'ai dit galérer, mais il faut aussi beaucoup expérimenter. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, en fait, on a tendance à regarder les autres en se disant, c'est de eux. En fait, je vais découvrir un truc top secret.
je vais le mettre en place, ça va fonctionner. Et en fait, la plupart du temps, il y a rien de top secret. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous lancez une campagne email, vous testez A et B, B fonctionne mieux, et ben vous refaites un autre test, et à la fin, en fait, vous apprenez. L'idée, effectivement, par rapport à Thibaut InShape versus en fait l'entreprise, en fait, c'est la personne versus l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va dire que comme on disait, les attentes ont changé. Et en fait, on n'a plus besoin de contacter quelqu'un, contacter une entreprise pour avoir des informations. On va aller regarder sur Internet, etc. Ce qu'il faut, c'est regarder les créateurs de contenu, comment ils créent leur contenu, etc. Comment ils créent la proximité et qu'une entreprise s'en inspire, mais pas en copiant, parce que c'est pas le même game, c'est pas le même jeu en fait. Thibaut InShape, lui, il parle de comment se faire des tablettes de chocolat et Keep Cool, en fait, en tout cas, eux, ils parlent. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Hein. Bah, s'il est dans la salle, viens prendre une photo. Mais en tout cas, voilà, en fait, lui, il parlait à une audience de comment être musclé, etc. Il a son ton. Alors que de l'autre côté, on parle d'une entreprise et qu'effectivement, qui loue en fait, des abonnements pour une salle. C'est deux stratégies différentes. Par contre, elles ont un intérêt à faire un partenariat. Ça, c'est sûr. Pour la partie emailing, donc c'est que du test and learn. Donc après, on peut regarder les autres emails, se dire c'est pas bête. Je peux peut-être effectivement répliquer quelque chose et tester. Mais voilà, faut pas prendre le truc en se disant c'est la méthode à copier-coller. Copier-coller, effectivement. On peut s'inspirer de quelques. Et je crois que Caroline l'a bien souligné. Par exemple, une intro, on voit que Thibaut InShape campe le sujet, ça démarre, on sait de suite de quoi il va parler, versus des webinars, par exemple, corporate, qui vont commencer par un quart d'heure de présentation, un jingle, et voilà, il y a tout le monde qui est déjà assommé, et donc l'audience est plus captive. Donc c'est dans ce sens-là où je pense qu'on peut copier comme ça des petits tips. Florence, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, ce qui est super intéressant à comprendre dans Thibaut InShape, c'est qu'en fait, il a compris quelque chose qui est à la base en fait, de la culture de l'agilité. Quand il a commencé en se disant je vais faire 2 vidéos, mais je vais tenir le rythme, et même si ce n'est pas forcément top, je vais y aller, je vais foncer, je n'hésite pas. Et donc ensuite, il a augmenté son rythme à 3. Donc il a eu une mentalité de doueur, il y est allé. C'est pas grave si c'est pas parfait, on s'en fiche. L'idée, c'est d'y aller, et c'est en y allant qu'on apprend. La deuxième chose, c'est qu'il s'est créé un personal branding hyper fort, tout simplement parce qu'il s'est tourné en autodérision. Donc ça fait tomber en fait les barrières, et ça a créé une proximité, et ça a donné un capital de sympathie important à Thibaut InShape. Et ensuite, la seule chose, c'est qu'il a pris le temps de répondre aux commentaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est effectivement de miser beaucoup sur le marketing de la conversation. La conversation que vous allez nouer avec vos audiences, c'est autant de confiance que vous allez gagner. Et avec la confiance, eh bien, c'est la crédibilité de votre marque, de vos produits. Et c'est derrière, effectivement, une fidélité, une loyauté. On a tendance à parler beaucoup d'acquisition client, mais on oublie la fidélisation. Eh bien, c'est ce qu'a fait, en fait, Thibaut InShape. Et enfin, il a construit une communauté aussi, qu'il appelait effectivement la Shape Team, hein, je crois, la Team Shape. Voilà, moi je me suis remis au sport, mais je n'ai pas mémorisé, mais Team Shape. Et enfin, multiplicité des contacts, la visibilité à tout point. Exactement ce que toi tu fais, Caroline. Eh bien, ça permet de marquer les esprits. En fait, globalement, c'est à l'époque, on était sur une stratégie marketing et communication très descendante, et on voulait créer en fait nécessairement une vraie distance entre la marque et le consommateur. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, YouTube, etc., TikTok encore plus, on est dans l'hyper-proximité. Les emails, peu importe l'axe marketing, le canal qu'on utilise, il faut être dans l'hyper-relationnel. Donc, bonjour, cher, ça ne marche plus. Pour info, moi, je fais même des fois volontairement des fautes d'orthographe quand j'accompagne des startups, hein, pas des grands comptes, mais des fautes d'orthographe dans les emails, ça paraît plus authentique. On se dit, oh, le petit chou, et ça marche. Il y a de la réponse. L'objectif, en fait, c'est... Moi, je me suis fait défoncer pour des fautes d'orthographe. Hein. C'est vrai. Bah, ça dépend avec qui on l'utilise. Ce qu'il faut, en fait, c'est se dire, je dois être dans la relation, je dois créer de l'authenticité, je dois nécessairement attirer l'attention de quelqu'un qui, aujourd'hui, en a de moins en moins à m'accorder. Donc, c'est comment je peux, en fait, aujourd'hui, faire que tout de suite, maintenant, il y ait quelque chose, une complicité qui se mette en place. Et juste une dernière chose aussi, il nous reste 2 minutes.
très rapidement, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Pensez toujours à la taille du marché. C'est-à-dire que là, on se dit 9 millions, mais le mec, en fait, c'est de la musculation, il adresse tout le monde. Donc si vous êtes... on en parlait avec Clément, il me disait, oui, j'ai un client, c'est le meilleur en SEO, il est excellentissime, mais en fait, il n'a pas justement, il met beaucoup de temps à avoir la flywheel, mais c'est complètement normal. Aujourd'hui, quelqu'un sur LinkedIn qui parle d'environnement et d'impact, c'est normal qu'il progresse beaucoup plus vite que vous qui êtes sur une plus petite taille de marché. Et le fitness, c'est ce qui ramasse le plus, à l'intérieur, dans ces industries-là, on le sait, le fitness ramasse le plus d'abonnés. Donc c'est un marché ça parce que tu es très jalouse, tu n'as pas 9 millions. Non, allez, plus sérieusement, deux autres questions avant de conclure et de passer aux questions-réponses. On voit on agit sur des plateformes, que ce soit de l'emailing, que ce soit du LinkedIn, que ce soit du podcast, de la vidéo, enfin peu importe. Derrière ces plateformes, il y a des algorithmes. Est-ce que vous êtes attentif aux évolutions des algorithmes et est-ce que vous cherchez à comprendre comment fonctionnent ces algorithmes pour justement jouer et devenir agile? Réponse courte. Réponse courte, les algorithmes, c'est important parce qu'en fait, ça réagit exactement comme les vrais gens. Et souvent, le piège qu'on a, c'est quand on fait des vues sur LinkedIn, on dit ah, c'est bon, j'ai craqué l'algo. Et quand on fait pas de vues, on fait ah, putain, c'est mal foutu LinkedIn, ils mettent que des posts de débiles et moi, on voit pas mes posts. En fait, l'algo, c'est une fausse excuse. L'algo, c'est juste des signaux humains à très haute échelle. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les faveurs de l'algorithme, c'est que vous n'êtes pas plié à ces règles. Il y a des petites règles tout bêtes. Est-ce qu'on s'arrête sur votre post? Est-ce que votre accroche, elle donne envie? Est-ce que vous adressez la bonne personne par rapport à la solution que vous proposez? Si demain, Florence, elle propose du yoga du visage sur son LinkedIn, elle sait qu'elle a éduqué les gens à du consulting en marketing, l'algo va pas forcément apprécier ça. Donc, c'est juste, aujourd'hui, centrez-vous sur des centres d'intérêt, soignez vos accroches et apprenez en faisant. C'est ce que disait Fabien, c'est hyper important. On a tous honte de notre contenu. Sur 5 conférences, il y en a une où on répond à côté, on bégaye sur un post LinkedIn. Sur 5, il est raté aussi. C'est pas grave, faites-le quand même. Voilà pour les algos. Ok, génial. Pour les entraîner. Allez, pour conclure, livrez-nous vos 3 outils d'automatisation ou IA que vous utilisez, vos 3 outils préférés. Alors, le premier, c'est Perplexity, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec ChatGPT, il y avait quelques erreurs qui sortaient. Et là, l'intérêt de Perplexity, c'est que vous avez le sourcing des informations. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez en plus les mots-clés associés. La deuxième chose, c'est Canva, basique, mais c'est hyper utile et ça me sert énormément sur le branding. Troisième chose, je vais utiliser des outils comme Tally et Calendly pour générer mes rendez-vous, mais surtout pour faire de la culture du feedback. Merci. Fabien, rapidement, parce qu'on a 1 minute. Il n'y a pas de boîte à outils secrète. Notion pour centraliser toutes vos informations. C'est la base de connaissances que tout le monde devrait avoir. Code promo, Fabien 10. Je plaisante. Testez pas le code promo, il ne fonctionne pas. Deuxièmement, en fait, après tout, le comment je communique et comment j'envoie mes documents en fait, aux gens. Donc, utilisez par exemple DocSend. Il y a aussi une version française en partenaire de l'événement. Et après, il y a toute la partie prospection, donc avec des outils comme Lemlist, par exemple, pour envoyer des messages et les personnaliser. Effectivement, on n'est pas sur un bonjour first name. Très bien, merci. J'en donne un pour compléter. Pour ceux qui font des présentations, TomApp, TOME.app. C'est Arnaud qui me l'a fait découvrir. Je te vois, Arnaud. C'est formidable. Vous allez en fait utiliser ChatGPT, il va vous faire vos slides en automatique. C'est pas mal foutu. Il y a des petites dingueries de temps en temps, mais ça fait partie du charme. Bon, pour conclure, est-ce qu'on peut être agile sans outils? Il nous reste 4 heures finalement, c'est bon? C'est un oui, non. Oui, oui, clairement. Mais les outils, ça aide, mais c'est les méthodes qui comptent. Si. C'est l'état d'esprit qui compte. Très bien, merci. Elle m'a piqué ma phrase. Peu importe les outils que tu utilises, c'est la méthode qui compte. C'est ce que j'ai tout le temps, donc je suis trop pour ça, Olivier. Merci. Allez, questions. Si on a le temps, on a encore le temps pour des questions? Allez, 2 questions, je crois. Bonjour, merci beaucoup, c'était hyper intéressant et j'aurais bien aimé que ça dure 4 heures aussi, effectivement. En fait, vous avez commencé un peu à l'aborder en parlant des outils de ChatGPT, des futures innovations qui vont permettre un peu de booster, de créer des personnages, des ICP parfaits, etc. En fait, moi j'ai presque envie de vous dire, c'est quoi selon vous, comment vous voyez le futur du métier de marketeur en fait? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'au bout d'un moment, on sera juste un chef d'orchestre à animer plein d'outils différents qui feront tout le boulot pour nous et nous, il y aura un peu de créativité et encore avec ChatGPT, ça paraît un peu compromis parce qu'il
Bon, ils ne sont pas encore parfaits, mais c'est quand même devient de plus en plus fort. C'est quoi notre avenir à nous, en fait, selon vous? Vous avez 4 heures. J'aime bien ta gestion du temps. On aimerait bien passer 4 heures ici. Ce que disent les experts en IA, et ce que j'ai envie de croire, parce que je trouve ça assez optimiste, c'est qu'en fait, l'IA ne va pas remplacer les humains, l'IA va replacer les humains dans leur rôle d'humain. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire des tâches de machine. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous sommes un peu imposés tout ça. On n'est pas censé travailler sur des tableurs Excel. Moi, je le sentais dès l'adolescence, en fait. Ça m'a toujours donné des boutons, ces outils. Donc, je pense que au Adobe Summit, il y a des replays. Regardez-les, c'est des keynotes d'une qualité invraisemblable. Et il y avait un mec, qui avait un rôle d'auteur, tout ça, chercheur en IA. Et il a dit, en gros, creativity is a new productivity. Et j'ai adoré. Pour les feignasses comme moi, c'était un rêve. En gros, on va faire beaucoup moins de manutention, beaucoup moins de bidouillage parfois, beaucoup moins de supply chain, et on va faire beaucoup plus de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire créer du contenu, connecter vraiment avec les gens, écouter vraiment nos clients, des écoutes actives, pas juste des grosses automes qu'on lance comme ça. Donc en fait, ce que tout le monde dit, c'est que le futur du marketing, c'est plus d'individualité. Ouais, moins de 4 heures, bravo. Yes, merci à vous 4, encore une fois. Moi, j'avais une question très pratico-pratique. Il y avait ChatGPT dans cet intitulé. J'aimerais bien savoir, c'est quoi votre top utilisation de ChatGPT, genre un truc pratico-pratique qu'on peut mettre en place demain? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, vous pouvez trouver simplement des idées de posts. Si vous avez la page blanche, effectivement, vous pouvez demander à ChatGPT de vous en donner, et ça, c'est super intéressant. Et quand ChatGPT va vous sortir des idées de posts, ça peut être à peu près une dizaine de sujets de posts ou 5 sujets de posts pour la semaine, eh bien, vous pouvez réextraire des résultats, eh bien, le sujet en tant que tel, et demander à ChatGPT de le développer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il peut vous faire une analyse de persona. Et ça, c'est génial aussi. Vous vous campez à la place d'un marketeur, justement. Vous lui demandez de vous réaliser un persona sur la base, effectivement, d'une description que vous allez lui fournir. Et il va vous faire l'analyse. Il peut vous faire une landing page également, page de vente. Donc, il y a une pléthorie, en fait, d'applications possibles avec ChatGPT. Simplement vérifier bien les sources derrière, en fonction de ce que, justement, eh bien, les données vont être... vérifier les données qui vont sortir de la machine. Il y a quelque temps, j'étais dans un rendez-vous de prospection chez un petit acteur de la SaaS et qui me disait « Ouais, notre marché, c'est des grands comptes, etc. » Bon, je vais interroger ChatGPT en utilisant le nom de la boîte et positionnement complètement différent de celui que mon client m'a donné. Donc là aussi, c'est absolument génial parce que pour le coup, ce n'est pas nous qui le disons, c'est une machine. Puis je lui ai montré les résultats en disant vous avez véritablement un problème de positionnement. Ouais, donc là, derrière, après, on reparle de April Dunford et on fera ce travail. Mais ça veut dire que tous les messaging, tout était à revoir. Donc voilà, une utilisation qui peut être intéressante. Ouais. Qui rejoint d'ailleurs le persona. Yes, juste, j'ajoute en fait que ChatGPT, on l'utilise souvent pour de la création. Et je le trouve bien meilleur en fait pour du challenge. En fait, on challenge ce qu'on a déjà pensé, notre stratégie, notre copywriting, tout ça. Et en fait, on lui dit qu'est-ce que tu aurais fait mieux. Moi, je fais souvent ça. Je reprends par exemple toutes mes séquences email et je lui dis tu aurais fait quoi de mieux. Et en fait, globalement, il est bien meilleur là-dessus que lui dire je sais rien faire, fais-le pour moi. Il dit que t'es nul, quoi. Je dis pas que je sais rien faire. Je lui dis que je plaisante. Allez, il faut qu'on s'arrête parce que je crois que là, on va se faire véritablement virer. Merci à toutes, merci à tous. Et merci à vous trois.